Travailler sur l'intelligence animale et questionner les intelligences, et donc poser une définition. Et la définition d'intelligence animale, c'est imaginer que les individus, les organismes, on travaille toujours au niveau de l'individu. On utilise rarement le terme espèce, qui est difficile à définir en réalité. C'est un mot qui a été inventé pour nous simplifier la vie quand on étudie la nature, mais c'est jamais simple de savoir ce que c'est en réalité une espèce. Un organisme, on sait ce que c'est. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'un organisme, il est capable de s'acclimater à son environnement et d'avoir des réponses comportementales à son environnement qui lui permet de répondre à des situations nouvelles. Et quand il répond à des situations nouvelles et qu'il modifie son comportement, ce qu'on appelle un comportement flexible, c'est un signe d'intelligence. Et ça s'oppose à la vision assez classique et cartésienne de l'homme-machine, c'est-à-dire d'un animal qui reproduirait de manière innée toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes comportements. Alors que tout dans la nature, quand on observe les animaux, nous indique, depuis du plus petit au plus gros, du plus simple au plus complexe, même si le mot complexe me déplaît, tout nous indique qu'ils ont en fait une faculté de modifier leur comportement. La vraie difficulté pour l'homme, pour nous, c'est de faire abstraction de qui on est, et c'est-à-dire d'étudier la nature en évitant tout le temps de prendre des points de vue de comparaison humains. Donc, je prendrai quelques exemples tout à l'heure, mais c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de mesurer les facultés d'un animal avec comme point de repère et comme témoin ou comme base le comportement humain. Parce que naturellement, nous sommes un animal et on a nos particularités. On est un animal moyen dans tout, en fait. On est l'animal le plus moyen de la Terre. Et c'est ça qui Mm. explique qu'on réussit beaucoup, en fait. C'est parce qu'on n'a pas de point faible et on n'a aucun point fort. Le seul point fort que l'on a, c'est qu'on est une espèce extrêmement sociale. On vit en société complexe et on a développé des stratégies pour vivre dans une société complexe, même si on n'est pas allé au bout du développement de notre... enfin, on n'y arrivera certainement pas, mais il y a des sociétés animales plus complexes que la nôtre, et le stade ultime de la socialité complexe, c'est ce qu'on appelle les espèces eusociales, comme les fourmis, ou les abeilles, ou les blattes, ou d'autres organismes, c'est-à-dire où on ségrège la société en castes, et chaque organisme a une seule tâche précise qu'il fait extrêmement bien, mais l'organisme, comme la fourmilière, est considéré comme un organisme à part entière, c'est-à-dire que c'est la somme des organismes qui ont chacun leur particularité et leur tâche à faire, qui fait que l'organisme en entier a une réussite incroyable. Nous, on n'a pas atteint ce stade-là, on est encore tous capables de faire plein de choses différentes, mais par contre, on est moyen dans tout. Et ce côté moyen nous donne une grande flexibilité comportementale, fait qu'on est capable de s'acclimater à plein de situations. Alors, la première limite que l'homme a posée avec les animaux, c'est vraiment intéressant, c'est rigolo à regarder, c'est la limite de la mémoire. Au début, d'imaginer que les organismes n'avaient aucune mémoire, ils n'en avaient pas du tout. Et puis, un peu par hasard, les chercheurs qui ont travaillé sur le comportement animal, entre autres sur les rats, ont découvert par hasard qu'un rat était capable de se repérer assez facilement dans des labyrinthes et assez facilement dans des situations comme dans une expérience bien connue qu'on appelle la piscine de Maurice, où on met un rat en fait dans une piscine en rond, en fait, dans un bassin tout rond, avec une petite planche qui est sous l'eau dans laquelle il peut en fait se reposer pour éviter d'être totalement immergé. Et puis il doit la chercher un peu au hasard. Et donc généralement il tourne dans l'eau au début plusieurs minutes, voire une demi-heure, avant de trouver cette petite planche qui est cachée sous l'eau et se mettre à l'abri. Et puis comme une sorte de petite île. Et puis quand on répète l'expérience plusieurs fois, on dépose le rat n'importe où en fait dans le bassin. En fait il va directement se repérer par rapport à des points de repère qui existent dans la salle et puis trouver où est en fait cette petite planche, et il passe plus une demi-heure dans l'eau, mais il y passe simplement 10 secondes. Et en fait, on a découvert ce qu'on appelle la mémoire spatiale et ce qu'on appelle la carte cognitive, c'est-à-dire que tous les organismes dans l'espace, en tout cas les organismes qui bougent, eh bien, ont une représentation très très précise de l'espace. Ils sont capables de se repérer, de savoir exactement à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit où ils sont. C'est exactement ce que nous on fait quand on est dans une ville. Quand vous vous promenez à Nice, eh bien, à un moment donné, quand vous êtes un peu perdu, vous allez prendre un point de repère, un petit peu haut, une église, une cathédrale, un point de repère. Vous allez dire, ah, en étant ici, il faut que je tourne à droite ou que je tourne à gauche parce que je viens de trouver un point de repère dans l'espace et je sais où je suis. Eh bien, tous les organismes font ça. Et pour vous donner une anecdote, quand j'ai travaillé pendant quelques mois en forêt tropicale, en forêt amazonienne, où on vivait pendant deux mois et demi dans des hamacs avec des Indiens. Et quand on se promenait en forêt avec les Indiens, et on les suivait en file indienne sur des chemins, et toutes les 10 secondes, ils se retournent
Ils jetaient un coup d'œil très rapide derrière eux. Et je comprenais pas en fait pourquoi ils faisaient ça. En fait, ils marchaient en file indienne et puis toutes les 10 secondes, ils se retournent. Donc je leur ai posé la question. Lorsqu'on a fait une halte, à un moment donné, on s'est un peu reposé au bout de quelques heures de marche. Et ils m'ont indiqué, ils m'ont dit, mais si tu comprends, quand on va faire le chemin retour, on va avoir tous nos points de repère à l'envers. Et donc, si je marche à l'aller, eh bien, en fait, je n'ai qu'une vision de mon environnement. Et en me retournant toutes les 10 secondes, je prends des points de repère dans ma mémoire. Un tronc d'arbre, un trou sur un rocher, une feuille. Et quand je vais retourner tout à l'heure, quand on va faire le chemin inverse, eh bien, j'aurai ces points de repère en mémoire. Et il me dit, vous, les Blancs, vous vous perdez en forêt. Parce que, en fait, quand vous faites le chemin de retour, vous êtes naturellement perdu, puisque tous les points de repère sont inversés et vous ne les voyez plus. Et donc il nous dit, il me disait, les espèces animales font ça, elles prennent des points de repère partout, nous on le fait aussi, et vous, quand vous êtes en forêt, vous êtes un peu perdu parce que vous savez, vous avez perdu cette habitude de vous déplacer. Alors découvrir que les animaux ont de la mémoire, c'est pas un secret, ça remonte au début du 19e siècle, hein, du 20e. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les mémoires que l'on connaît, la mémoire simple, la mémoire procédurale, qui nous fait reproduire des procédures un peu classiques, ça c'est assez facile. Par contre, ce qui est compliqué, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui, euh, qui est dans notre imaginaire ce qu'on appelle le souvenir. Et un souvenir, c'est pas qu'une simple mémoire spatiale, c'est aussi une mémoire temporelle. C'est-à-dire que vous vous rappelez d'un événement, vous vous rappelez ce qui s'est passé, où ça s'est passé et quand ça s'est passé. L'image simple, c'est que la mémoire épisodique, c'est ce qui fait que vous allez décider d'aller acheter du pain et vous vous êtes rappelé euh, où est la boulangerie, vous connaissez le chemin pour aller à la boulangerie, ou surtout vous vous rappelez quand est-ce que vous avez acheté du pain la dernière fois. Et si vous ne vous rappelez pas de cette temporalité, eh bien en fait, toutes les 10 secondes, vous allez acheter du pain. Parce que vous n'êtes pas rappelé que vous avez acheté du pain. Et donc ça ne marche pas en fait. Donc pour qu'un souvenir fonctionne bien, il faut être capable de se rappeler du moment, de l'événement, de ce qui s'est passé, de l'endroit où ça s'est passé et de la temporalité. Et ça, pendant du coup longtemps, on a considéré qu'il n'y avait que l'homme qui avait cette faculté parce que les animaux, euh, c'était trop complexe pour eux. Mais naturellement, en fait, ce qui était trop complexe, c'était d'inventer des expériences qui puissent le prouver. C'est ça, en fait, qui est complexe. C'est pas en fait de le tester, c'est de trouver la bonne expérience pour le tester. Donc, on a inventé plein de petites expériences très simples sur des animaux, en leur faisant jamais de mal, mais pour le tester dans des laboratoires. Et on a découvert cette mémoire épisodique naturellement au début des grands primates, des chimpanzés, des bonobos, des gorilles, ensuite sur des chiens, ensuite sur des oiseaux, et puis enfin sur des seiches. Il y a pas très, il y a une dizaine d'années, on a découvert ça sur des seiches. C'est une équipe universitaire de Caen, des copains très célèbres là, qui travaillent là-dessus. Pour vous donner une idée, une expérience assez rigolote à faire qui a été faite sur des chimpanzés en captivité malheureusement, mais c'est que quand vous montrez à un chimpanzé un fruit à manger ou une glace au raisin, il adore en fait, ils sont comme nous, ils adorent les glaces, ils adorent le jus de raisin, et donc une glace au raisin, c'est irrésistible pour eux. Donc si vous leur offrez un bout de pomme ou une glace au raisin, ils vont manger la glace au raisin tout de suite. Donc en fait, c'est des petits cubes comme des glaçons mais avec du jus de raisin, et donc en fait, ils le prennent tout de suite. Eh bien, si vous montrez un chimpanzé dans une pièce un bout de pomme et un glaçon, et que vous les cachez les deux sous des gobelets, et que vous attendez 1 heure avant d'ouvrir la pièce pour que le singe rentre, au bout d'1 heure, quand il va rentrer, il va manger la pomme. Il va même pas soulever le gobelet, donc les gens comprennent pas. Mais en fait, le chimpanzé a bien compris que le glaçon avait fondu, en fait. Il va même pas s'embêter à ouvrir, en fait. Il le sait que ça a fondu. Et donc, en fait, si on lui laisse la possibilité de l'ouvrir, il l'ouvre, mais il va pas lécher le jus de raisin par terre. Donc, en fait, il ne mange il cherche le glaçon que quand il sait que le glaçon existe. Qu'une fois qu'il a compris que le glaçon avait fondu au bout de 10 minutes, ça l'intéresse même plus. Et donc, c'est ça la mémoire épisodique, c'est-à-dire être capable de changer son choix en fonction d'une temporalité, parce que naturellement, le temps a changé, le temps a bougé, et donc du coup, la valeur d'un environnement, la valeur d'une ressource n'est plus la même, et donc l'animal le change. Et donc ça, on est exactement dans cette souplesse, dans cette plasticité. Le terme que je préfère, c'est ce qu'on appelle la flexibilité comportementale. Et le terme de flexibilité correspond vraiment bien à ça, parce que ça fonctionne. Alors une fois qu'on a découvert ces histoires de mémoire, l'autre grande frontière qu'on a mis avec l'animal, il y en a quatre grandes en fait, hein. Il y a la mémoire qui a été résolue dans les années entre 1910 et puis 1980 pour les derniers tests sur les mémoires épisodiques. Après, c'était le langage. Et puis ensuite, on parlera de la culture. Et puis enfin, on parlera de l'intelligence émotionnelle. On va voir ça rapidement. Et alors, le langage, c'est hyper intéressant parce que ça, par contre, tout le monde est persuadé, là, il y a pas de doute. Le langage, il n'y a que l'homme qui peut avoir le langage. Aucun animal peut avoir du langage. Et là, ça dépend vraiment de la discipline dans laquelle on travaille.
Moi, je suis un écologue, je travaille en écologie. Donc, au début, moi, je suis un vrai naturaliste, hein. Donc, quand j'ai eu l'âge quand mes parents m'ont laissé à la campagne vivre tout seul, enfin vivre tout seul, c'est-à-dire prendre mon goûter et aller à la fin des cours dans la campagne, dans les bois, dans les prés, à partir de, j'avais entre 9 et 10 ans, ils me laissaient tranquille, on risquait rien à l'époque de se promener tout seul. J'ai passé beaucoup plus de temps dehors que dedans. Et donc, naturellement, je me promenais partout. Et donc, je suis un vrai naturaliste et j'ai une approche très naturaliste. Et pour les naturalistes comme nous, des écologues de terrain, le langage, ça m'intéresse pas vraiment. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas la mécanique du langage, c'est la fonction. En écologie, tout ce qui nous intéresse toujours, c'est la partie fonction. C'est en fait à quoi ça sert. Le comment est fait un langage, ça nous intéresse, c'est secondaire pour nous. C'est pas vraiment si important que ça. D'abord, c'est la fonction qui nous intéresse. Et la fonction d'un langage, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on a deux individus. Il y en a un qui émet une information, un donneur, et on a un récepteur qui la reçoit et qui l'interprète, qui la transmet, qui modifie son comportement en fonction de l'information qu'il a reçue. C'est ça, en fait, un langage. Et après, naturellement, on a plein de formes de langage différentes. Alors, l'homme, quand je fais beaucoup de conférences et souvent on peut me répondre, oui, mais quand même, le langage, c'est la langue, c'est un langage articulé ou autre. Et je dis, oui, ça, c'est notre vision du langage la plus commune, mais même l'homme a inventé un autre langage. On parle de la langue des signes parce qu'on est bien capable de parler d'un autre langage sans utiliser la parole. Donc, la langue des signes est une autre forme de langage, est un langage que l'homme a inventé parce il était tout à fait, il a compris qu'il est capable de rentrer en communication indépendamment d'un langage articulé. Et puis après, on a ce qu'on appelle un langage non verbal. Quand on se regarde dans la rue avec les yeux, on communique plein de choses. On peut se séduire, on peut se méfier, on peut s'attirer, voilà. On a un langage chimique, on a des odeurs que l'on aime, qu'on n'aime pas. On a plein de formes de langage différentes, complexes. Et les animaux, c'est la même chose. Et naturellement, les personnes qui ont travaillé sur le langage, les plus célèbres, eh bien, la première personne, c'est Carl von Frisch, hein, qui a découvert la danse des abeilles, et donc qui a découvert le langage des abeilles à partir d'une danse complexe des abeilles, c'est-à-dire cette fameuse danse en cercle ou danse en huit, qui indique que quand une abeille, une butineuse a découvert une source de nourriture, quand elle rentre à la ruche, eh bien, elle se met à danser, donc à établir des mouvements en cercle assez rapide. Tout simplement, elle tourne sur elle-même lorsque la distance de la nourriture est autour de 20, 25 à 40 mètres de la ruche. Mais quand la nourriture est très très loin de la ruche, à plusieurs centaines de mètres, voire un kilomètre de la ruche ou un peu plus, parce que les abeilles peuvent sortir des fois à 2 km, 3 kilomètres d'une ruche, là, l'abeille a une danse en 8, donc une danse où elle fait une sorte de deux cercles en tournant sur elle-même, donc une danse en 8. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle danse en 8, il y a un axe en fait de ce 8 donc, qui est posé. Et la position de cette danse en 8, la manière dont elle l'oriente par rapport à la verticale du soleil, définit un angle, et ça donne l'orientation de où est la nourriture. Donc, si elle danse avec un 8 un peu penché sur la gauche ou sur la droite, eh bien, des fois, elle va indiquer que la nourriture est à 40 degrés à l'est ou à 40 degrés à l'ouest de la position de la ruche. Et puis après, elle danse plus ou moins vite en frétillant plus ou moins vite des ailes, et ça donne la distance. Donc, la position du 8 donne l'orientation, et la vitesse de la danse et la vitesse de frétillement des ailes donne la distance, et elle indique qu'il y a un champ de colza à 800 mètres, 40 degrés ouest, et c'est comme ça qu'elle se repère. Alors ça, c'est vraiment merveilleux. Découvrir ça, déjà, Oui. c'est un truc de génie. En plus, Karl von Frisch et ses étudiants qui ont poursuivi après lui, il y a un très beau livre qui s'appelle la démocratie des abeilles, où les personnes ont montré que quand les abeilles font un essaimage, donc quand il y a un essaim d'abeilles qui quitte la ruche, c'est une reine qui part avec 10 000, 20 000, 40 000 abeilles, eh bien, elle se pose à un endroit donné, elle quitte généralement la ruche, au bout de 100 mètres, elle s'arrête. Et là, en fait, enfin pas toutes, les ouvrières les plus expérimentées vont aller chercher un nouveau site pour établir une nouvelle ruche. Et quand elles ont trouvé un site potentiel, elles reviennent sur l'essaim. Donc, il faut imaginer une grosse boule d'abeilles qui sont posées sur un arbre, des fois sur un tronc d'arbre, des fois sur un bout de un pare-brise de voiture, enfin voilà. Et donc là, on a les vieilles ouvrières ou les vieilles butineuses qui viennent sur les seins et elles dansent sur les seins. Elles font la même type de danse que la danse en 8, mais en fait, c'est une danse où elles expliquent où elles ont trouvé une ruche potentielle, un site potentiel, mais elles donnent aussi des indications. La taille, la distance, l'humidité. Et en fait, après, donc, les abeilles
expérimentées, les butineuses expérimentées qui vont les visiter les sites. Et puis au bout d'un moment, il y a des sites qu'elles vont plus visiter parce qu'elles considèrent qu'ils sont pas très bons. Et puis elles prennent une règle de décision, c'est une fois que parmi tous les sites potentiels qu'elles ont visités, quand il y a un site sur lequel elles retournent et il y a toujours 30 ou 40 abeilles dessus, c'est qu'elles considèrent que c'est un bon site. Et elles prennent collectivement la décision, ce qu'on appelle une démocratie par délégation. Donc, en fait, c'est une démocratie de grands électeurs. C'est comme ça, en fait, qu'on devrait voter. C'est-à-dire que c'est les abeilles les plus expérimentées qui prennent la décision pour tout le groupe. C'est pas un chef, c'est pas un dictateur, c'est pas un despote, c'est pas tout le monde qui vote. Ceux qui votent, c'est ceux qui ont l'expérience et ils ne votent pas pour la meilleure décision. C'est ça qui est intéressant, en fait. Elles sont très sages, elles ne votent pas pour la meilleure décision. Elles votent pour ne jamais avoir une mauvaise décision. C'est-à-dire qu'en ayant ce processus, elles votent toujours pour un site qui est soit moyen, soit très bon, soit excellent. Mais elles votent jamais pour un mauvais site. Donc elles ne mettent jamais en danger la ruche. Elles font soit un choix moyen, soit un choix très bon. Et ça, c'est une démocratie par délégation, qui est une des rares cas de démocratie dans la nature. Il y en a d'autres, mais ça en fait partie. Donc Karl von Frisch a découvert ça, et donc ça a modifié notre vision parce qu'on s'est aperçu que naturellement dans la nature, il y a plein d'organismes qui ont des formes de langage différentes pour communiquer. Donc les abeilles, après les fourmis, c'est de la chimie. Et puis le plus grand mystère pour nous, qui reste vraiment un mystère, c'est par exemple la communication chez les dauphins ou chez les cétacés. Parce qu'on sait qu'elle existe, on a conscience que c'est très complexe, on a conscience qu'ils font des phrases, on a conscience qu'ils ont des prénoms qui s'apprennent, qui s'appellent par leur prénom avant de communiquer. Une chercheuse en Écosse qui a découvert ça, a découvert que les dauphins utilisent toujours le même mot quand ils veulent rentrer en communication avec un individu, et que le deuxième mot qu'ils utilisent, c'est le prénom de l'individu, en fait, ce qu'on appelle la signature sifflée d'un individu. Et en fait, c'est comme si nous on dit bonjour. Juliette ou bonjour Françoise ou bonjour Cyrielle, c'est les prénoms que j'ai devant moi, ou bonjour Christian. Parce que si vous dites simplement bonjour dans la rue, personne ne sait à qui vous adressez. Alors que dans un groupe de dauphins, si vous dites bonjour Cyrielle, eh bien c'est naturellement Cyrielle qui se retourne parce que c'est elle que vous êtes adressé. Donc la chercheuse a fait ça en enregistrant tous les dauphins et en découpant les sons sur un ordinateur et en projetant les sons avec un haut-parleur sous l'eau. Et en manipulant les sons, elle était capable d'appeler le dauphin François. Et donc, quand elle voyait François et qu'elle voulait l'appeler, si elle disait bonjour François, c'est lui qui venait vers le bateau. Et si en voyant François, elle lui disait bonjour Hervé, il venait pas. Et donc, c'est-à-dire ils reconnaissent leur prénom, ils en ont conscience. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a une expérience célèbre dans les delphinariums qui a été faite, mais c'est à l'époque où il y avait encore beaucoup de delphinariums dans le monde. Il y avait deux dauphins qui ont vécu ensemble jusqu'à l'âge de 2 ans. Deux individus, deux mâles qui n'étaient pas frères et sœurs, ou pas frères, pardon, mais qui ont été séparés à l'âge de 2 ans, chacun mis dans deux delphinariums différents. Et 20 ans après, on a fait réécouter à un dauphin le son de l'autre dauphin qu'il avait connu 20 ans après, et il a reconnu le son. Et en fait, ça paraît assez logique, c'est-à-dire que il faut imaginer que les êtres humains, comme les dauphins, on a certainement une très bonne mémoire des sons et une moins bonne mémoire du visage, parce que notre visage change beaucoup plus vite que notre voix. Et si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis 20 ans, peut-être que dans le croisant dans la rue, vous n'allez pas le reconnaître tout de suite. Mais si vous l'entendez parler, vous allez dire, cette voix, je la connais. Cette voix, elle me dit quelque chose. C'est peut-être pas, c'est l'intonation de la voix, c'est pas automatiquement le fait qu'elle soit plus ou moins grave. Et donc en fait, on a certainement, parce on est aussi une espèce sociale qui communique beaucoup, on a certainement une très bonne mémoire des sons et notre langage et la manière dont on se parle, on doit l'enregistrer très rapidement. D'ailleurs, c'est assez facile de tromper quelqu'un quand c'est deux frères qui parlent ou un frère ou un fils ou un père, parce que souvent on a la même voix dans les familles. Et moi, quand je suis au téléphone et je téléphone à ma sœur, elle sait jamais si c'est moi, mon frère aîné, mon frère cadet ou mon père. Elle n'y arrivera pas parce qu'en fait, on a vraiment une signature vocale qui est très très proche. Donc, on a découvert le langage chez les animaux après la mémoire, et donc on s'est intéressé ensuite à deux choses, la culture. Et la culture, c'est intéressant parce que ça date là de l'après-guerre, d'après la fin après la Seconde Guerre mondiale, avec deux cas identiques découverts dans deux régions totalement différentes du monde. La première sur les mésanges en Angleterre où on a découvert ces fameuses mésanges qui ouvraient les petites bouteilles de lait qui étaient déposées devant les maisons. Elles ouvraient l'opercule d'aluminium et on s'est aperçu que c'est des mésanges qui ont inventé ça dans le sud de l'Angleterre, au sud de Londres et puis dans le nord de l'Angleterre, dans la région de Newcastle au début. Et après, ce comportement, par imitation, il s'est diffusé dans la population. Et donc, c'est un apprentissage par imitation que font les mésanges. C'est ce qu'on appelle un trait culturel, parce que les mésanges en France ne le font pas. C'est les mésanges anglaises qui le font, c'est leur culture. De la même manière que vous avez des traits culturels à Nice, vous mangez certaines choses que moi je mange pas en Bretagne. Eh bien, et c'est exactement la même chose. Et puis au même moment, ça a été découvert par des équipes de chercheurs magnifiques au Japon, qui travaillaient sur les macaques du Japon, qui continuent à travailler sur les macaques du Japon.
Et les chercheurs japonais ont été isolés du monde de la science parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été stigmatisés. Et donc, ils ont beaucoup communiqué en japonais avant que ça soit traduit en anglais pendant des années. Mais eux ont travaillé sur des lignées de macaques où ils ont identifié tous les singes. Ils les connaissent tous, ils vivent avec eux. Donc, ils les suivent. Il y a des chercheurs qui les suivent tous les jours et ils connaissent toutes les lignées. Donc, ils ont la mère, la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur, voilà, tout le monde. Et donc, au début, ils travaillaient sur les comportements de ce qu'on appelle fusion-fission chez les singes, le fait qu'ils se déplacent. Et, euh, et puis un jour, par un peu inadvertance, ils ont donné, enfin les Japonais quand ils travaillent sur les primates, ils leur donnent de la nourriture les rapprocher de plus près. Et en donnant des patates douces, un jour il y a des patates douces qui sont tombées dans le sable, pas sur une plaque de béton. Et là il y a un singe, au bout de quelques temps, mais en fait une jeune femelle qui s'appelle Imo, qui a eu l'opportunité de la prendre cette patate douce et de la laver dans l'eau, de la laver avant de la manger. Et en fait, elle a inventé un geste qui est de laver la patate douce. Au début, c'est elle qui l'a inventé, aucun autre singe le faisait. Et 20 ans après, tous les singes le font. Mais pas n'importe qui, en fait, pas tout à fait tous les singes. Son frère le fait, sa mère le fait, toute sa lignée le fait, parce qu'ils ont confiance en elle. Donc ils ont appris de son invention, et ils ont confiance en elle. Et la famille d'à côté, qui est un peu plus conservatrice, elle n'a jamais appris ce comportement, parce qu'elle se méfie plus. En fait, ils ont découvert dans le Japon que les singes sont capables d'inventer des techniques de pêche, de chasse, de tout ce que vous voulez, mais qu'il y a des lignées familiales où on a ce qu'on appelle des opportunistes et des conservateurs. Les opportunistes, c'est des singes qui apprennent très facilement, ils sont très curieux, ils apprennent des nouveautés. Et les familles conservateurs, c'est celles qui sont plus craintives, qui apprennent un peu moins vite parce qu'elles se méfient plus. C'est des traits de personnalité, on appelle ça la personnalité, qui existent exactement chez l'homme, chez les abeilles, chez les bourdons, chez les crevettes, chez les singes, chez les mammifères, enfin. Tous les animaux, maintenant, on a ces traits de personnalité. Et entre autres, un des traits de personnalité, c'est les individus qui sont craintifs, ou conservateurs, et il y a les autres qui sont plutôt curieux ou ce qu'on appelle opportunistes aussi. Ça marche très bien. Et puis, bon, voilà, les dernières découvertes les plus récentes sont celles sur l'empathie, sur le fait que les animaux ressentent la douleur, mais ressentent surtout ils ressentent la douleur de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur faire du mal. Le simple fait de voir un de leurs congénères qui a mal, eux-mêmes se sentent pas bien, et donc vont réagir pour faire en sorte de sortir. Une expérience célèbre, c'est quand on met un rat dans une petite cage où il est bloqué, c'est facile de l'ouvrir, mais lui, il ne peut pas l'ouvrir de l'intérieur, il faut que ce soit un de ses congénères qui l'ouvre. Eh bien, si vous laissez la possibilité à un rat de manger un carré de chocolat, il est comme nous, il est gourmand, ou de libérer son copain, il va d'abord libérer son copain avant d'aller manger le carré de chocolat. Et en fait, la seule fois où il ne le fait pas, c'est quand, on parle des seules fois, mais il y a plusieurs expériences, mais une expérience célèbre aussi faite par une américaine à Chicago, qui montre que si on donne des anxiolytiques à un rat, c'est-à-dire qu'on calme son angoisse, et bien en fait, il va manger le chocolat, il va plus libérer son copain. Mais si on le laisse naturellement, il va ressentir naturellement le mal-être de son ami, et ça va l'angoisser. Et pour lutter contre l'angoisse, il mange pas du chocolat, il libère son ami d'abord. Et c'est très important aux États-Unis parce que les États-Unis sont la population mondiale la plus grande consommatrice d'anxiolytiques. Et les anxiolytiques, c'est pas uniquement quelque chose qui fait qu'on lutte contre son mal-être, parce qu'on est déprimé, on n'est pas bien. C'est en fait, on empêche la société de se soigner, parce que l'empathie, c'est une réaction individuelle qui fait qu'on peut vivre en groupe. Parce que c'est insupportable de vivre dans un groupe où les gens sont pas bien. Et donc, du coup, on fait tout pour que les gens aillent mieux. Et naturellement, la sélection naturelle a fait en sorte que l'empathie a été sélectionnée, c'est un trait sélectionné pour vivre correctement dans des collectivités, dans des groupes. Et ça fait partie d'un des traits qui fait qu'on vit bien en société, c'est parce qu'on ressent la douleur des autres, on ne la supporte pas, et donc on va leur venir en aide. Alors, on vient en aide plus facilement à ceux qu'on aime beaucoup, à ses amis, à sa famille, voilà. Mais en tout cas, c'est un trait comportemental très net. Et donc se pose aujourd'hui cette grande question, c'est-à-dire que voilà, quand on parle des formes d'intelligence, eh bien la mémoire en est une, la culture en est une autre, le langage en est une forme, l'empathie en est une. Et donc cette hypothèse de l'intelligence multiple de Howard Gardner, un Américain en 1983, il y en a d'autres, hein, d'autres formes d'intelligence. Elles existent chez les animaux, ça a été montré. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant ça fait un retour. Maintenant qu'on a démontré qu'il y avait de l'intelligence multiple chez le monde animal, on s'est dit, mais il y a aussi de l'intelligence multiple chez l'homme. Donc un élève à l'école, il est peut-être pas bon en maths, mais s'il est bon en musique, est-ce que c'est un problème en fait? Quelqu'un qui est doué pour apprendre les langues, quelqu'un qui est doué, qui a ce qu'on appelle l'intelligence de la nature, qui perçoit la nature, mais qui est moins bon dans d'autres. Est-ce que c'est en réalité un problème? Si en fait on vit tous ensemble, celui qui est très bon en maths, il va aider les autres, celui qui est bon en français, il va aider les autres, Et donc en fait on est une sorte de pool de compétences à nous-mêmes. Le mythe d'avoir un être humain unique, parfait, qui maîtrisait tous les arts, qui maîtrise tout et qui va sauver le peuple, c'est notre fantasme. Mais c'est un fantasme, ça n'existe pas en fait. Vivre en société, c'est vivre avec les différentes formes d'intelligence autour de nous.
Et c'est intéressant parce que le monde animal nous l'a appris, et en retour, c'est en train de rebondir sur une partie, en tout cas, de la société humaine qui l'apprend. Et moi, je suis allé voir un peu ce que vous faites, je trouve ça remarquable dans votre association, parce qu'effectivement, je pense que ça ne doit pas être toujours très simple pour vous. Mais s'intéresser effectivement à la douleur des animaux, la manière dont on exploite les animaux. Alors il y a aussi ce penchant-là, hein. Naturellement, quand on parle d'intelligence animale, eh bien naturellement, ça vient interroger notre manière dont on exploite les animaux, quoi. Parce que si on sait que les animaux ressentent la douleur, est-ce qu'on a le droit de tolérer certaines formes d'exploitation animale? Ça revient chambouler et mettre en cause beaucoup de choses dans notre fonctionnement de la société, des sociétés au moins occidentales, ou d'autres sociétés dans lesquelles les rapports à la nature sont un peu différents, quoi. Voilà, c'est un résumé simple, mais je vous ferai un jour un exposé quand je viendrai à Nice plus prolongé. Ah Mais oui, si vous avez des questions, je suis ouvert, il y a pas de moi problème. j'en ai tellement. Vous pouvez. Ouais. Je peux rester encore quelques minutes pour. Il n'y a pas de souci si vous voulez que je réponde à des questions. Est-ce que tu as parlé de mon perroquet? Ah, le perroquet. Alors, un perroquet, qu'est-ce que c'est? C'est quoi alors? Il a quoi comme intelligence? Et Alors, si on lui apprend mange, il va répéter mange et puis il va comprendre finalement qu'on mange. Si c'est boire, mange, boire, est-ce que c'est l'animal le plus intelligent de la création? c'est un animal social. Donc, comme tous les animaux qui vivent en société, ils sont sensibles naturellement déjà, ils ont besoin de relations sociales. Donc naturellement, c'est pas des animaux qu'on a domestiqués, hein, et c'est des animaux sauvages qui vivent avec nous, mais ils ont pas subi ce qu'on appelle un syndrome de domestication, dans le sens où on les a pas sélectionnés sur plusieurs générations, ou pas beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il utilise ses facultés d'apprentissage. Un perroquet dans la nature, il apprend des situations nouvelles, il est capable de réagir à ces situations nouvelles pour adapter son mode de nourrissage, ou plein de choses. Et donc là, si vous lui apprenez que pour se nourrir, il doit faire tel ou tel geste ou dire tel ou tel mot ou autre, il va les incorporer dans ses capacités, et il va les reproduire jusqu'à ce que il ait ce qu'il obtient. Mais par contre, donc ça, c'est une forme d'intelligence assez classique. Euh, Souvent, vous avez raison, on m'interroge souvent sur des formes d'intelligence en essayant, ou souvent on me dit, ouais, est-ce qu'il y a, ça c'est plus intelligent que. En réalité, comme chaque espèce animale a évolué dans un environnement très différent, elles ont toutes des intelligences qui correspondent à leur environnement naturel. Le fameux test ce qu'on appelle le fameux test du miroir, qui permet de savoir si un individu a conscience de lui-même, par exemple, a une bonne signification pour l'espèce humaine, parce qu'on a maintenant l'habitude de se regarder dans des miroirs, mais a très peu de signification pour la plupart des animaux dans la nature qui ne se voient jamais dans un miroir. Donc, si vous mettez un éléphant avec un test du miroir, là, 99 fois sur 100, ça ne marchera jamais parce qu'il va défoncer le miroir avant que le test fonctionne, quoi. Donc, il faut faire attention aux tests qui marchent bien pour l'humain. La vraie complexité, c'est de trouver un test qui marche pour l'animal, pas pour nous. Et donc souvent, on essaie de comparer nos. Enfin, voilà. Un exemple très simple, qui est vraiment flagrant, c'est le fameux langage. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de me dire, ouais, mais si les dauphins étaient si intelligents, pourquoi ils parlent pas humain? Et donc moi, je fais la réponse retour. Je dis, ouais, mais sinon on était si intelligents, pourquoi on parle pas dauphin? Et on est capable de parler Ah bah dauphin. oui. On n'est toujours pas capable de comprendre le parler. Ça fait 50 ans qu'on travaille sur le dauphin. On parle pas dauphin. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas plus intelligent qu'eux en fait. On n'est pas moins, pas plus. Mais ça Mm. m'intéresse même pas d'ailleurs. Le plus, le moins m'intéresse pas. Je sais juste qu'on n'est toujours pas capable. Ça fait 50 ans qu'on travaille sur les dauphins, qu'on les enregistre, qu'on les étudie. On vient à peine de découvrir par exemple que dans le langage des baleines, elles incorporaient dans leurs phrases complexes. Il faut quand même imaginer qu'un langage de baleine, ça se propage sur des centaines de kilomètres. Quand une baleine je sais pas, à Brest, elle peut être entendue au milieu de l'Atlantique, quoi. Et donc, du coup, son environnement, c'est un brouhaha qu'elle entend, mais les baleines dans dans l'ensemble des signes, des signaux qu'elles utilisent pour parler, elles ont incorporé des phrases de dauphins et des phrases d'orques. Et ça, on le comprend, parce que comme elles vivent dans un brouhaha de sons très complexe, elles ont utilisé, c'est comme si nous, quand on parlait, à un moment donné, au milieu d'une phrase, on se mettait à siffler comme une mésange. C'est exactement ça l'image. Ce serait merveilleux et pourtant on ne le fait pas. Donc, euh, donc je pense qu'il y a des organismes qui, dans certaines facultés particulières, sont bien plus développés que nous. Nous, on est très fort L'être humain, il est par exemple très fort dans une stratégie, dans un trait comportemental. C'est ce qu'on appelle Oui. la vie sociale en termes de manipulation. On est certainement une des espèces qui sommes la plus capable
de manipuler les autres pour arriver à notre fin, et aussi Hélas. d'éviter. Non, non, pas automatiquement, hélas, c'est pas automatiquement vrai. Hein. C'est le hélas, oui, le hélas, c'est parce qu'on voit le côté négatif. Mais il faut vivre en groupe. Oui. Il faut voir le positif et le négatif. Le positif de la vie en groupe, c'est qu'on s'entraide, c'est qu'on s'aide, c'est qu'on fait plein de choses. Et le côté négatif, c'est qu'on peut se faire exploiter. Et donc notre D'accord. intelligence, elle est là pour déceler avec qui je dois m'associer pour bien travailler, D'accord. voilà, et avec qui je dois éviter de m'associer parce qu'entre autres, il va m'exploiter. Et on utilise beaucoup ce qu'on appelle la règle du donnant-donnant, qui est une règle mathématique inventée en comportement animal qui marche pour plein d'animaux. Et on a un donnant-donnant qui est très très précis, exactement comme les vampires d'Azara, c'est les fameux vampires, les petites chauves-souris qui se nourrissent de sang qui donnent des dons sanguins en fait. Parce que 30% des chauves-souris ne trouvent pas du sang chaque nuit. Et en fait, si au bout de 3 nuits, elles n'ont pas mangé, elles meurent. Et donc, quand une chauve-souris n'a pas trouvé de sang, quand elle rentre dans la colonie, elle demande à son voisin de lui vomir un peu de sang dans la bouche pour la nourrir. Eh bien, ces fameux dons de sang, ils se font entre individus qui ne sont pas apparentés. C'est des individus qui se connaissent, mais c'est entre voisins, quoi. Eh bien, Ok. ce qui est intéressant, c'est que ils utilisent une règle du donnant-donnant. Je te donne un jour parce que je sais que si demain j'ai besoin, tu vas me le rendre l'appareil, tu vas toi aussi me donner du sang. Mais si on veut vraiment être sûr que ça marche bien, le premier don que l'on fait, on en fait un petit. Je te donne un peu de sang, et si demain tu me en redonnes en retour un petit peu, le coup d'après, j'en donnerai un petit peu plus. Donc, c'est-à-dire qu'on y va par parcimonie jusqu'à ce que l'on a créé une relation fidèle d'amitié avec un individu dans lequel on va s'aider toute notre vie. Et elles ont un pool d'individus, et les chauves-souris ont 4 5 individus avec lesquels elles s'entendent très bien, sur lesquels elles peuvent compter des amis, des copains. On vient de découvrir, par exemple, chez les chimpanzés, que les chimpanzés, en vieillissant, avaient de moins en moins d'amis, mais toujours les mêmes et les Oh. plus fidèles. Ils montraient que les chimpanzés, à l'âge de l'adolescence, ils avaient 30 ou 40 copains, et qu'à la fin de leur vie, ils n'en avaient plus que 3 ou 4 et les vrais amis. Ce qui est très similaire Comme chez les humains. l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de, à l'adolescence, on est emballé, on a plein d'amis, comme aujourd'hui nos gamins sur Facebook, sur TikTok, tout ce que vous voulez, c'est des amis virtuels, mais qu'à la fin, en fait, il n'y en a que vraiment de 3 ou 4 qui comptent dans l'âme de notre vie, quoi. Eh bien, les chimpanzés font exactement ça. Donc, voilà, en tout cas, votre perroquet, il est intelligent, mais il doit être aussi capable de vous manipuler un peu, je pense. Il doit aussi en faire un peu casse sa tête par moment, quoi. Mais Christian, ton perroquet, il est mort, non? Celui qui t'avait confié pour que tu le sauves, et il est mort. Perroquet, c'est un être en général. Le perroquet, c'est pas un perroquet, c'est un animal qui est apte à reproduire les sons, comme Bien celui sûr. que tu Oui, avais, le, Gabriel. le Ménate, oui. 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 Ben, une rapide anecdote à propos du Ménate. J'étais allé dans la ville de Hyères, il y a un grand parc qui s'appelle. On n'entend plus, hein? Ah, peut-être qu'ils ont plus de batterie. On Des n'entend fois, plus, ils ils ont... sont partis là. Non, en fait, des fois, il n'y a plus de batterie. Alors, ça s'affiche. Et puis, Hum. ben, ils voient pas. Alors, ça s'éteint. Ah, mais on va peut-être leur écrire alors. Mhm. Oui, mais c'est l'ordinateur qui... Oui, peut-être. Mais après, ils ont dû s'en rendre compte. Mais le temps de trouver la prise, de la brancher, c'est un peu... toujours un Hum. petit peu... un petit peu long. Ouais, bon, c'est pas très grave. Hum. Bon, de toute façon, moi, je vais être Bon. obligé de vous quitter un peu parce que Oui, j'ai rendez-vous dans 5 minutes pour aller manger une en tout crêpe cas... avec mes collègues du Oh! CNRS. Ah, ça, c'est une bonne... Pardon. ah, ça, c'est une bonne mission. Voilà. Bon, Tenez-moi au courant C'est de vos réunions lucide. pour que si je passe à Nice, eh bien, je puisse venir vous voir. En fait, ça sera avec plaisir. Ah oui, avec grand c'est plaisir, gentil. oui. C'est Voilà. gentil, ouais, ouais, super. Bon, Il y a Merci beaucoup, merci Monsieur beaucoup pour cette Boloch. aucun- présentation. Merci Et je vais beaucoup. Merci. acheter votre livre dès demain. Voilà. Merci, merci. Bo- bo- Merci à vous. bonne soirée. J'en ai écrit deux, hein. Bonne Il y en a un soirée. sur l'intelligence animale qui s'appelle Comment pensent les Oui, animaux. Et il y en a un oui. deuxième qui a eu moins de succès parce que ça s'appelle Quand les animaux font la guerre. Ça parle un peu du Ok, côté de c'est la aussi face sombre intéressant. des animaux, mais dans lequel ça parle aussi d'intelligence, mais qui est utilisé à un moins bon escient, quoi. Voilà. Ah, Mm. d'accord, c'est intéressant Moi, aussi. Mais c'est pas, c'est j'aurais assez été intéressant aussi, quoi. Voilà. très intéressée de savoir comment est-ce que vous alliez évaluer l'intelligence des poissons et le langage des poissons. Ben, je Alors moi, suis biologiste marin et ça ouais, m'intéresse ouais, beaucoup, ça. ouais, bah, j'ai travaillé sur. Alors, c'est intéressant sur les poissons, c'est que j'ai commencé il y a très longtemps sur des poissons, par exemple, et on a découvert des premières formes de douleur chez les poissons avec une étudiante anglaise, entre autres. Voilà.
qui Ouais. montrait le niveau de douleur que ressentaient les poissons quand ils étaient. Nous, c'était uniquement quand ils mangeaient des petites crevettes qui avaient des petits piquants sur le dos. Et on a filmé des poissons qui avaient, on voyait vraiment qu'ils avaient très mal à la mâchoire quand ils mastiquaient une crevette qui avait des petites épines, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Mhm. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ils nous reconnaissaient quand on avait quelque chose de pointu et qu'ils pouvaient prendre pour un fusil harpon. Oui, bien Et sûr. dans ces cas-là, ils s'échappaient très fort, très vite, alors que si on vient sans rien, ils sont capables de s'approcher de nous beaucoup plus volontiers. Ouais. Mais ce qui est rigolo maintenant, parce que je le vois quand là, en fin de semaine, je serai en Bourgogne. Là, on est en période de chasse actuellement. Et bien, par exemple, le Ouais. comportement des cervidés, donc on a des belles populations de cerfs ou de chevreuils en Bourgogne. Et bien, en période de chasse, en pleine journée, les gens les voient au milieu des prés ou au milieu des champs. Et donc, ils sont surpris, ils Eh disent, mais oui, les pourquoi ils sont au milieu pauvres. des champs? Et en fait, ils comprennent pas Ah qu'en oui. période de chasse, ils se mettent en plein milieu, justement pour voir arriver les chasseurs et les chiens. Alors que quand il n'y a plus de chasse, ils se mettent au milieu de la forêt pour être tranquilles. Mais en période de chasse, ce D'accord. qui leur fait peur, donc en fait, ils veulent surtout pas se mettre en forêt, ils se mettent en plein milieu des prés pour C'est justement avoir cette affreux. vue à 360 D'accord. degrés et voir d'où D'accord. vient le danger. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, affreux. ouais, ouais. Donc ils Ouais, changent, donc, ils changent très les... rapidement leur comportement. Et en quelques jours, hein. La date de chasse, ils C'est la affreux. connaissent, hein. Donc c'est ils ça. ajustent tout de suite en fait leur comportement. Ouais, ouais, Ça c'est me ça, dégoûte. c'est ça. Mm, En tout mm, cas, bonne mm. crêpe, Bon. Monsieur Bolache. Merci, à Merci bientôt. encore Merci, merci. Merci et bonne beaucoup soirée. et bonne soirée. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.